Perses régnant sur le pays depuis la chute des Sassanides en 900 ans plus tôt. Dans cette optique, les Sassanides se posent en mécène des arts perses, favorisant la remise en goût du jour pour les anciennes thèses perses. Cela participe grandement à l'apparition de ce style Asfaïli. Aujourd'hui, la plus grande partie des monuments anciens de Perse datent de cette période et correspondent à ce style. Ce style s'oppose aux simplifications des formes et à l'utilisation de beaucoup de couleurs. Nous pouvons d'ailleurs noter que de nouveaux monuments architecturaux s'inspirent même encore de la Perse, en particulier en Inde, où la dynastie des Mongols, comme on l'a cité tout à l'heure, utilise et crée de nombreux bâtiments, dont plus connus sous le Taj Mahal. En Taj Inde. Mahal. Pardon. Dans le plus pur style de Isfahani. Pardon, merci. L'art de l'architecture sous la dynastie des Acharites, merci. Acharites en Iran de 1736 à 1749. C'est quoi, Achari? Afshari. Pardon. Ce style se maintient même après la chute des Saffarides en 1756 et continue de croître à travers les constructions des différents palais, mosquées, minarets. Cette évolution se retrouve à la fin du XVIIIe siècle avec les constructions, entre autres, de la mosquée. Mosquée Ara Bozorg. Pardon, merci. L'art et l'architecture de la dynastie Qajar de 1794 à 1925 est une forme d'art qui s'est développée dans l'Iran Qajar qui a duré de 1794 à 1925. La période pendant laquelle a régné la dynastie des Qajar et a connu un fort développement dans les arts, rendu possible par une période de stabilité relative dans l'histoire du pays, permettant un développement artistique et particulièrement sous le règne de Fath Ali Shah Qajar. Donc nous avons déjà montré tout à l'heure la période des techniques du bronze, les œuvres de la période du bronze jusqu'à aujourd'hui, tout à l'heure, sur les œuvres, entre autres la muraille de Chine, les statues qui ont été détruites il y a quelques années encore. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, l'art persan sous la domination des Moghols et de la religion islamique jusqu'au XIIIe siècle iranien commence à s'inspirer des techniques européennes par le biais des visiteurs marchands. Donc on a cité tout à l'heure, c'était Marco Polo. L'orfèvrerie venue d'Europe, comme Guillaume Boucher aussi. Donc il y avait une œuvre d'art, une peinture. Oui. Non, c'est pas celle-là. C'est la peinture de Guillaume Boucher, c'était la dernière. Non, c'est monté en fait. Monte, non, c'est après. C'est là. Voilà, celle de Guillaume Boucher, qu'on pouvait voir là. Qui s'inspirait donc de l'orfèvrerie parisien de la cour de Gengis Khan. Les artistes perses commencent à s'inspirer des techniques d'art chrétien. Peinture portraitiste de la Pax Mongolica, favorisant encore la présence des marchands européens dans les villes du monde iranien, alors dominées par les Ilkhanides de 1256 à 1353, dynastie des Mongols islamisés à la fin du XIIIe siècle. Un échange culturel entre les deux continents et cultures étrangères, entre l'Europe et la Perse, sous la domination des Mongols. Bouddhistes.
et donc, comme on l'a dit, islamisé jusqu'au XIIIe siècle. Durant la lignée des Tamerlans, après la chute des Ilkhaminides, les références de l'Europe se feront plus rares. Là, par contre, il faut attendre donc le XIVe siècle. Il faut attendre Christophe Colomb et il faut attendre le XVe siècle pour revoir l'échange entre l'Europe et la Perse. Un nouvel art est né au sein de la culture persane, s'étant inspiré des techniques et des religions européennes, ce qu'on vient de dire. Les peintures portraitistes et paysagistes aux mains des artistes paysans persans se développent lors des périodes de l'art moderne. L'étude met en lumière l'impact pictural occidental sur l'art iranien, avec l'introduction des techniques de la Renaissance, telles la perspective, l'ombre et la lumière. Ainsi, l'adoption de l'art du portrait et l'art occidental. Le règne de Abbas Ier le Grand, de 1588 à 1629, ouvre une période de prospérité tant militaire que commerciale pour la Perse. Des Safavides. La bonté que témoigne le Shah de Perse envers les voyageurs étrangers, et notamment les missionnaires, encourage les voyages dans les régions du monde, encore peu explorées dans les pays occidentaux. Parce qu'on démontre dans l'histoire, il y a encore dans la culture européenne qui est encore hyper floue pour nous, entre autres les Français. Ainsi, durant la seconde moitié du XVIIe siècle, les voyageurs commerçants, politiques et religieux s'aventurent en Perse, profitant de la liberté et des voyages offerts par le Shah. On peut citer Voltaire, aussi Diderot et Montesquieu, qu'on verra tout à l'heure. Dans son encyclopédie, Diderot décrit le territoire perse ainsi, en parenthèse: dès qu'on a passé le Tigre en tirant vers ce royaume, on retrouve que les roses dans toute la campagne, et ses habitants comme se taillent médiocres, maigres et secs, mais forts et robustes. Durant la fin du XIXe siècle, un philosophe germanique s'inspire de la culture et prose zoroastrienne pour écrire ses thèses philosophiques face au nihilisme, en tenant tête aux religions monothéistes et au christianisme par les mots et le bonheur de l'être humain dans la société. Le philosophe en question n'est autre que Friedrich Nietzsche. Étrangement, son livre posthume Ainsi parle les Zarathustra ressuscite le prophète perse, qui fait évoluer en Europe le style du symbolisme et du zoroastrisme, mais qu'après la deuxième partie du XXe siècle. Car il faut attendre deux autres traducteurs européens, à savoir un anglais et un français que nous verrons tout à l'heure, pour voir les œuvres de Friedrich Nietzsche vraiment être compris par les Européens, par les Français, par les Anglais, par les Allemands, parce que comme nous verrons dans la partie philosophique, les techniques, les œuvres de Friedrich Nietzsche ont totalement été massacrées par sa sœur sur la culture nazie durant le début du XXe siècle. En conclusion, par-delà le bien et le mal, avant et après Friedrich Nietzsche, sous la main de Zarathustra, au départ, nous traduisons l'origine de la citation de ce monde philosophique. Le philosophe allemand s'inspire de la... Le philosophe allemand s'inspire de l'idéologie zoroastrienne. De plus, durant le XVIe siècle, l'art persan commence à s'inspirer du mode européen. Les intellectuels du siècle des Lumières en prennent conscience, en partie par la lettre de Montesquieu, que nous verrons tout à l'heure. Le monde imaginaire des autres et des auteurs se montre quelque peu réel.
autres que les textes européens et le monde oriental. Nous pouvons voir une évolution architecturale et une évolution artistique, picturale, sculpture et musicale, danse, calligraphique, et ensuite est montré que en fait, la calligraphie perse a totalement fait connaître aussi d'autres calligraphies, donc comme on l'a expliqué avec Amoury Zaraïza, la calligraphie arabe par la suite, après le 7e siècle. De plus, de la période néolithique à la période classique, l'art persan a évolué et se mélange sur les États et les empires perses de l'Inde, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le Saqqad, la province russe, la future province russe, actuellement, le Japon, la Chine, l'Égypte, la Corée. Les techniques artistiques et architecturales se comparent quotidiennement. Ainsi, l'influence des liens entre les pays voisins et échanges dans le pouvoir et la création, ou encore le système culturel et social, civique, militaire et religieux dans tout l'Empire. Voilà, je vous remercie beaucoup.